Bonjour à tous et bienvenue dans Direct Santé, votre rendez-vous dédié à la santé et au bien-être de toute la famille. Direct Santé vous informe sur de nombreuses pathologies, de traitements ou encore de gestes nécessaires pour préserver une bonne hygiène de vie. Le 19 juin, c'est la journée internationale de lutte contre la drépanocytose, cette maladie aussi appelée anémie falciforme, génétique héréditaire, touchant les globules rouges. Elle est caractérisée par une anomalie de l'hémoglobine, principale protéine du globule rouge. Qu'est-ce que c'est que la drépanocytose? Comment vivre avec? Et quel est le but de cette journée internationale? Nous ferons le point avec Dr Hezoué Manyang, qui est directeur du Centre national de recherche et de soins aux drépanocytaires, et également avec Madame Catherine Stone, qui est présidente de l'ONG Caring for All, qui sont avec nous ce matin pour nous expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est que la drépanocytose. Et puis en deuxième partie de l'émission, bien sûr, nous répondrons à vos questions que vous nous avez envoyées sur notre numéro WhatsApp, le plus 228 79 84 27 52. Bonjour docteur, comment allez-vous? Très bien. Très bien. Très bien, madame. Ouais. Puis franchement, félicitations et courage pour tout ce que vous faites pour les malades atteints de la drépanocytose. Merci. Et merci pour cette opportunité également que vous nous donnez de parler de la drépanocytose sur votre chaîne. C'est notre devoir, c'est notre devoir. Bonjour Madame Stone, comment allez-vous? Je vais bien, merci. Et vous? Très bien. Et puis un combat aussi, une lutte au quotidien. Ouais, On en parlera. Ouais. On en parlera dans un instant. D'accord. Donc, docteur Manyang, vous êtes donc directeur du Centre national de recherche et aux soins aux drépanocytaires. Expliquez-nous un petit peu quel est votre rôle. Alors, le Centre national de recherche et de soins aux drépanocytaires, comme son nom l'indique, a deux principales missions. Et la première mission, c'est d'administrer des soins aux personnes qui souffrent de la drépanocytose. Et la seconde mission, c'est de faire la recherche sur cette pathologie. Donc, pour mieux connaître la maladie, la drépanocytose, comment vous définissez-vous cette pathologie? Alors, la drépanocytose, c'est une maladie génétique et héréditaire due à la présence d'une hémoglobine anormale qu'on appelle hémoglobine S, et qui va remplacer l'hémoglobine normale appelée hémoglobine A. Et ce remplacement d'hémoglobine normale, hémoglobine A, par l'hémoglobine anormale, hémoglobine S, va avoir des conséquences au niveau d'une cellule de l'organisme, notamment le globule rouge, et ces conséquences vont expliquer les signes que l'on va développer dans cette pathologie. Mais justement, l'hémoglobine, pour que les gens puissent aussi comprendre, qu'est-ce que c'est exactement l'hémoglobine? L'hémoglobine, c'est une protéine. C'est également le pigment qui colore le sang en rouge. Et c'est la principale protéine du globule rouge qui va permettre à cette cellule de transporter l'oxygène, de transporter le dioxyde de carbone, comme il m'appelle le CO2, dans l'organisme. Donc c'est une protéine qui joue un rôle essentiel dans la nutrition des différents tissus de l'organisme. Mais comment on peut savoir, par exemple, si là on parle de le A, donc le A et après il y a le S, et donc après comment ça se passe pour savoir que une personne est atteinte de cette maladie-là? Alors j'ai parlé d'hémoglobine S qui caractérise la drépanocytose et qui va remplacer l'hémoglobine normale qui est l'hémoglobine A chez le sujet qui est sain. Alors c'est juste une mutation qui s'est produite au niveau des acides aminés, au niveau de la structure de l'hémoglobine normale, qui va engendrer cette hémoglobine anormale qu'on appelle hémoglobine S. Et donc pour savoir si vous avez l'hémoglobine normale ou l'hémoglobine anormale, vous devez passer forcément par un examen. C'est une analyse médicale qui passe par une prise de sang et qu'on va aller regarder au laboratoire. Et donc c'est à l'issue de cette analyse-là qu'on pourra savoir si vous êtes porteur de l'hémoglobine anormale ou pas. Et donc, quand on ne fait pas cette analyse, on restera un peu ignorant par rapport à son statut. Et mais la fusion se fait comment? Pour avoir le
le le AS ou le SS, au fait? Alors oui, c'est une combinaison. Je disais que c'est une maladie héréditaire et donc en naissant et lors de la fécondation, on va hériter une partie du matériel génétique du papa Mhm. et une autre partie de la maman. Et donc, on va hériter donc dans le matériel génétique du papa, on peut avoir l'hémoglobine S, qui est l'hémoglobine anormale, et si par malheur, en héritant du matériel génétique de la maman, on a également de l'hémoglobine anormale, l'hémoglobine S, donc on va devenir un sujet SS, puisqu'on a eu du S chez le papa et Et du du S S chez chez la la maman. maman. Ouais. Et si par chance, on hérite l'hémoglobine normale, l'hémoglobine A chez l'un des deux parents, Mhm. on va être porteur sain si on n'a que l'hémoglobine Ah. en une copie. C'est-à-dire qu'on a hérité que l'un des deux parents de l'hémoglobine anormale qui est l'hémoglobine S. Donc tout le monde doit savoir quel est son taux d'hémoglobine avant de se mettre en couple, alors. En principe, tout le monde devrait savoir son phénotype hémoglobinique Oui, avant de se mettre en couple. Parce que c'est par ce seul moyen qu'on peut éviter d'avoir des enfants qui souffrent de la drépanocytose. c'est pas évident. Non, si, c'est évident. C'est évident parce que c'est une analyse simple Oui. que tout jeune devrait aller faire avant de décider de se mettre en couple et dire que pour une vie conjugale. Donc je pense que ça devrait être le message clé de la sensibilisation que nous menons chaque jour. Mhm. C'est-à-dire que chaque jeune devrait savoir son statut hémoglobinique avant de décider de son choix. Et comme ça, on va éviter cette maladie génétique à ses enfants. Oui, mais quand l'amour rentre dedans, parfois c'est tellement doux que c'est tellement doux que c'est vrai, non, Madame Stone, on est un peu inconscient, hein. Oui, en parlant de quand l'amour rentre dedans, c'est tellement doux. Oui, c'est doux. Ouais. Mais c'est douloureux après. C'est ça. Ce qu'il faut savoir, le médecin, il a déjà tout dit. Pour éviter cela, il faut aller faire le test. Je disais tout à l'heure que nous, on a décidé de parcourir les églises Mhm. pour annoncer. On était à l'église dimanche passé et justement la question a été posée. Et je leur ai dit, moi je ne suis pas médecin, mais j'ai assez vécu cette histoire pour vous l'expliquer comme si c'était un docteur. Ouais. C'est difficile. C'est difficile, c'est difficile. ça. Donc le combat n'est pas seulement aux médecins ou à nous autres les ONG, mais c'est À nous tous. le combat de tout le monde. De tout le monde. Ouais. Oui, parce qu'on se dit, bon, on est en couple, et puis bon, ça vient pas à l'idée systématiquement de se dire, bon, on va aller faire le test quand même pour savoir, et puis demander aussi à son partenaire d'aller faire. On y va comme ça aveuglement, c'est après que ça pose problème. Oui, alors les choses ont beaucoup évolué. Je pense qu'on ne devrait plus se marier comme dans l'ancien temps. Aujourd'hui, il y a beaucoup de maladies, des maladies génétiques, des maladies infectieuses, et qu'on peut contracter à travers les rapports sexuels. Alors donc, quand on est en couple, c'est vrai qu'on va partager tout, y compris le sexe. Et Oui, donc, il faudra normalement s'assurer qu'on est compatible l'un envers l'autre pour éviter vraiment des maladies génétiques aux enfants. oui. Parce que je pense que ce serait Incroyable. ingrat, ce serait vraiment un crime, comme madame le Incroyable, dit, oui. que de dire qu'on s'aime et qu'on sacrifie les enfants C'est ça. qu'on prétend aimer et qu'on va avoir toute la vie. Oui, mais c'est quand ça arrive qu'on s'arrache les cheveux, hein. Absolument. C'est ça, hein. Mais justement, docteur, comment ça se manifeste, la crise, hein? Alors, dans la drépanocytose, le principal signe, c'est la douleur. Oui, C'est la douleur osseuse. Et cette douleur-là, elle a plusieurs localisations. Chez le nourrisson, généralement, c'est le gonflement du dos des mains et du dos des pieds, qu'on appelle une dactylite. Mm. Et le nourrisson, il va pleurer, il va refuser de téter, il pleure sans raison. Mm. Et quand il va augmenter, quand on augmente en âge, alors on devient un petit enfant, on va avoir des douleurs au niveau du ventre, douleurs abdominales, qui peuvent même simuler des douleurs chirurgicales, où on peut être tenté d'aller opérer l'enfant parce qu'on ne comprend pas pourquoi l'enfant dit qu'il a mal au ventre tous les jours. Et donc, c'est une manifestation également de la drépanocytose. Et quand on devient pubère, on devient un peu Mais ça plus touche grand. la rate aussi chez les enfants? Oui. Alors, dans la douleur abdominale, Oui. on peut avoir des douleurs au niveau de l'hypochondre gauche, Oui. où se trouve la rate.
Et là, il y a des complications, même au niveau de la rate, où on peut avoir, à un moment donné, un emprisonnement du volume sanguin au niveau de la rate. Et c'est dangereux, c'est une complication mortelle. Il faut agir vite. Oui. Et on appelle souvent la séquestration aiguë splénique des globules rouges. Et donc, c'est douloureux et c'est mortel. Il faut agir rapidement. Oui. Donc, je disais, au niveau de la localisation de la douleur, chez le sujet qui devient un peu plus âgé, et c'est généralement les douleurs au niveau des os longs, des os longs, notamment l'humérus, le fémur, le tibia, et les côtes, et les douleurs au niveau du crâne. Donc, tous les segments osseux peuvent être touchés par la douleur. Alors, à côté de la douleur, qui est le principal symptôme de la drépanocytose, on a l'anémie. L'anémie parce que je disais que lorsqu'on a l'hémoglobine S chez le globule rouge, ça va entraîner des conséquences. Et l'une des conséquences, c'est la fragilisation du globule rouge. Donc, quand il devient fragile, il va être détruit rapidement. Et donc, quand le globule rouge est détruit de façon massive, on va assister à l'anémie chez le sujet. Et après l'anémie va venir la coloration jaune des yeux, qu'on appelle ictère. Et au-delà de tous ces symptômes-là, on peut avoir également une fréquence élevée des infections chez le drépanocytaire. Donc, c'est les trois principaux signes qu'on a chez le drépanocytaire: douleur osseuse, anémie, avec susceptibilité élevée des infections. Pour côté anémie, c'est quand les globules rouges se détruisent beaucoup. Oui. Oui. Alors, l'anémie vient du fait que les globules rouges sont détruits massivement, Oui. parce qu'ils sont fragiles, ils sont rigides et ils sont fragiles. Et donc, c'est ça l'image que vous avez, des globules rouges qui sont en forme de banane, en forme de croissant de lune. Ces globules rouges, ils sont fragiles par rapport aux globules rouges qui sont bien ronds, qui ont une forme normale. Voilà. Et ça, c'est dû à certains facteurs qui vont engendrer cette rigidité au niveau des globules rouges. Et ces globules rouges vont être détruits massivement de façon précoce, et ça va engendrer ce qu'on appelle anémie. Bah justement, l'image qu'on vient de voir, s'il vous plaît, la régie, l'image de globules rouges, voilà, ça, c'est un sujet qui n'est pas drépanocytaire. Si, alors ça, c'est un globule rouge normal, Voilà. qui circule normalement. Et voilà, les globules rouges qui sont en forme de banane qu'on a vu tout à l'heure dans l'autre image, voilà, ces ça. globules rouges qui sont en forme de banane, comme des croissants, c'est les globules rouges qu'on appelle des drépanocytes. Donc, ces globules rouges-là, ils sont rigides, ils ont perdu leur souplesse, ils ont perdu leur déformabilité, si bien qu'ils seront piégés au niveau des organes comme la rate, et ils vont être détruits massivement à ce niveau-là. Oh, mais c'est bien, on comprend les choses, hein, vraiment. Hein. C'est clair. À chaque fois que je suis devant ce débat de drépanocytose, je décris les sentiments qui m'animent, la tristesse, la douleur, la haine contre cette maladie. Je disais l'autre fois, si c'est quelque chose qu'on peut voir, moi personnellement, je finis avec. C'est clair. Oui, non, mais c'est vrai. Et c'est la chair de poule qui m'envahit parce que je vis ça jusqu'à aujourd'hui. On aurait pu éviter. On aurait pu éviter si on était sensibilisés, comme ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Exactement, il faut continuer. Hein. Justement, on parlait des facteurs. Donc, quels sont les facteurs de risque, docteur? Alors, dans la drépanocytose, les facteurs de risque de survenue de la drépanocytose, c'est le fait que deux personnes qui ne connaissent pas leur statut hémoglobinique se mettent ensemble. Et par malheur, ces deux personnes portent le trait de la maladie. Et donc vont transmettre cette maladie à leur enfant. Voilà, donc ça, c'est le facteur de risque de survenue de cette maladie. Il n'y a pas d'autres facteurs de risque. Maintenant, quand on est drépanocytaire, il y a des facteurs de risque de survenue des crises. Les facteurs de risque de survenue des complications de la maladie. Et là, c'est le manque d'eau qu'on appelle la déshydratation. C'est l'exposition à des milieux pauvres en oxygène. C'est l'effort physique intense soutenu de façon continue. C'est également l'exposition à la fièvre, les infections. Quand on fait l'infection, on est fébrile. On peut également faire la drépanocytose. Le stress également. Le stress peut déclencher une crise vaso-occlusive chez le drépanocytaire. Donc il faut vraiment éviter de les énerver, quoi. Voilà, donc généralement vous allez voir les drépanocytaires quand il y a un examen ou bien il y a un événement qui va le
qui augmente le stress chez lui, il peut à partir de là développer une crise vaso-occlusive. Écoutez, on va marquer un temps de pause. On revient juste après le journal. Reste avec nous.